Hola et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, pour un sujet assez particulier puisqu'on va parler d'anorexie. Ça remonte à quelques années pour moi maintenant puisque c'était à mes premières années collège. J'ai été anorexique pendant un peu plus de 2 ans, je dirais de ma 6e à ma 4e. J'avais entre 12 et 13 ans. Donc j'étais très jeune, en pleine période d'adolescence. Voilà, j'étais une jeune fille qui était mal dans sa peau, qui se cherchait. Je tiens à prévenir tout de suite que je vous partage mon histoire, non pas dans le but d'avoir de la compassion ou d'attirer votre pitié ou quoi que ce soit, puisque au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance que tout aille très bien, j'ai la chance de m'en être sortie. Donc comme ça, vous savez d'avance que c'est une histoire qui se termine bien. L'avantage de cette vidéo, c'est que justement, mon message va être positif. Je vais vous transmettre mon histoire dans le but pour ceux qui connaissent des personnes de leur entourage qui ont été touchées par cette maladie-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas, étant donné que c'est une maladie mentale, donc c'est assez compliqué pour certaines personnes à comprendre. Je fais cette vidéo aussi dans le but d'aider certaines personnes, garçons ou filles, qui souffrent de ça, ou même des personnes qui ont vécu la même histoire ou une histoire similaire qui pourront peut-être se reconnaître dans certaines paroles que je vais avoir. Je sais que beaucoup ne comprennent pas les gens qui, en général, les gens qui s'exposent sur les réseaux. Justement, à travers cette vidéo, je vais aussi parler de comment j'ai pu reprendre à gagner confiance en moi, etc. Parce que la période d'anorexie, c'est une période où vous perdez totalement confiance en vous. Et pour regagner cette confiance-là, après, c'est un travail vraiment très long. C'est vraiment très très dur pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, etc. Et justement, vous allez voir que je vais aussi aborder cette partie-là des réseaux. A contrario, je voulais aussi faire cette vidéo pour que vous puissiez voir l'envers du décor, c'est-à-dire que la fille que je peux montrer très sûre d'elle, très confiante, bien dans sa peau, bien dans son corps, à travers mes photos Instagram, à travers mes vidéos aussi peut-être. Je voulais vous montrer aussi que j'ai pas toujours été comme ça et que les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur les réseaux, qui peuvent se comparer justement à des personnes comme moi-même je le fais quand je suis sur les réseaux, je peux pas m'empêcher des fois de regarder des photos de filles super bien foutues, etc. et de me comparer, mais c'est humain, on est tous comme ça. On est dans une génération où on est surexposé, où tout tourne un peu autour des réseaux, où beaucoup de choses en tout cas tournent autour des réseaux, et que c'est un facteur à prendre en compte. Après, c'est juste que j'ai le recul aussi nécessaire par rapport à mon expérience et par rapport au fait que moi-même je m'expose sur les réseaux. J'ai ce recul de me dire que Instagram c'est pas la réalité, une réalité un peu idéalisée. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous devez sûrement déjà connaître cette histoire. Je l'avais partagée en story Instagram suite au décès d'une fille qui était avec moi dans la même chambre d'hôpital que moi d'ailleurs. C'était quelque chose dont j'avais jamais parlé sur mes réseaux. Même des amis qui me connaissaient depuis quelques temps ne le savaient pas. C'était vraiment mon entourage proche et mes amis très très proches qui étaient au courant de ça. Mais j'en parlais vraiment très peu, et en fait c'est ça qui a déclenché le fait que j'ai voulu en parler, parce que c'était ma façon à moi d'extérioriser tout ce que je pouvais ressentir. Forcément, apprendre ce décès-là, ça a été un moment compliqué. Ça m'a ramené à plein de choses, plein de mauvais souvenirs aussi, et ça m'a fait beaucoup de peine. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé en fait d'extérioriser ce que je ressentais en partageant mon histoire-là, et puis aussi pour, pour rendre hommage à cette jeune fille-là. Ça va pas être facile de tourner cette vidéo. Franchement, je me lance comme ça. Au début de ma chaîne YouTube, j'ai lancé un petit sondage pour savoir quel type de vidéo vous plairait sur ma chaîne. Et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc je suis désolée si je cherche un peu mes mots et tout. Même des années plus tard, c'est encore un sujet, bon, même si voilà, j'en parle très librement maintenant et que je peux en parler avec le sourire et tout. Enfin, si au jour d'aujourd'hui on m'avait dit que je me retrouverais devant une caméra pour la poster sur YouTube, voilà, c'était juste inimaginable pour moi.
Donc voilà. Je dirais que mon anorexie a commencé en début sixième. Je sais que je me suis remise à un moment donné moi en question parce que début sixième, c'est le début où voilà, on est confronté un peu plus au regard des garçons. Les filles et garçons se regardent autrement. C'est la période de la puberté, c'est le collège et c'est une période où on n'est pas forcément bien dans notre peau, c'est une période où on se cherche beaucoup. Donc je dirais que ça a commencé où je me suis remise en question par rapport à des remarques déplacées de garçons, des regards qui pouvaient se poser sur moi. Je me suis remise en question par rapport à mon corps, à moi, à mon paraître. Et j'ai voulu en fait, au départ, et ça commence toujours comme ça, au départ j'ai juste voulu perdre un peu de poids. Je voulais juste pas que mon corps change. Et puis à un moment donné, on perd le contrôle. Je saurais même pas vous dire à quel moment j'ai perdu le contrôle. J'étais une jeune fille, je dirais de corpulence normale. Donc toute ma 16e en fait, j'ai perdu du poids progressivement. Donc au début ça commence toujours par on réduit un peu nos quantités, on mange un peu moins. Et puis vient le moment où on a faim mais on se prive. Vient le moment où ça devient une obsession. On veut tout contrôler de notre alimentation. On est obsédé par ça, mais quand je vous dis obsédé, mais je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire que ça s'est dégradé crescendo, mais c'était vraiment très progressivement, toute ma sixième. Mes parents ont commencé à s'inquiéter fin de ma sixième parce que je commençais vraiment à être très très mince. Ils voyaient qu'il y avait un problème, que le moment du repas c'était conflictuel, que j'étais bizarre. J'ai commencé à me peser tous les jours. Mon poids devenait une obsession, même si je prenais 100 grammes, 200 grammes, je me rendais vraiment malade. C'est commencé à devenir malsain à partir de ce moment-là. Je comparais ce que mon petit frère de 4 ans pouvait manger à ce que je pouvais manger moi. Ma mère c'est pareil, j'insistais souvent pour cuisiner à ce moment-là. Je préparais à manger et puis je gavais souvent les autres. Quand je faisais le service, je servais des quantités énormes à ma mère et mon père et même mon petit frère, alors que moi je me servais un tout petit peu, histoire de me dire ils ont mangé plus que moi, parce que j'avais ce sentiment de satisfaction. Ça me rassurait en fait que les gens mangent plus que moi. Ça a commencé aussi à devenir compliqué avec les copines que je pouvais avoir au collège quand on faisait des petites sorties ensemble parce que je voulais pas manger ou je mangeais très peu et elle comprenait pas. J'insistais aussi pour aller faire les courses avec mes parents, quelque chose que je faisais pas habituellement. Et en fait au début c'était progressif, puis après j'insistais pour qu'ils prennent tel ou tel produit, je regardais toutes les boîtes, toutes les calories. Et mes parents ils se sentaient impuissants. À partir de ce moment-là je pense que ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'ils perdaient le contrôle en fait. Parce que même eux ne pouvaient rien y faire. J'étais mais obsédée et je me braquais au moindre truc qu'on pouvait me dire qui allait à l'encontre de ce que je pouvais faire. Et, euh, et donc voilà, pour vous dire qu'en fait ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Jusqu'à après où je cachais même ma nourriture dans des serviettes de table, dans mes vêtements, dans mes soutiens-gorge. Enfin, c'est vraiment ce que je vous dis là, c'est typique d'une anorexie. Enfin, c'est c'est compliqué à expliquer, certains ne comprendront pas. On est tellement obsédé par ça qu'on serait prêt à tout pour ne pas manger. Quand les proches s'inquiètent, on ne veut pas leur faire de peine, on ne veut pas rentrer en conflit. Donc pour éviter les conflits, je cachais aussi ma nourriture. Je me faisais vomir. Je me souviens que pour pas que ma mère voie que j'ai trop perdu de poids, il y a des jeans où je flottais dedans, je mettais 3-4 collants en dessous pour pas que ma mère voie que je flotte dans mon jean. Et ça se fait tellement insidieusement que nous-mêmes, on s'en rend pas compte qu'on est en train de tomber dans un cercle vicieux. Ma mère en tout cas avait remarqué que je me pesais tous les matins, ils ont essayé de me confisquer la balance et tout. Enfin, ça faisait des conflits parce que moi j'étais tellement obsédée par ça que j'avais besoin de ça et je me rendais pas forcément compte que eux voulaient mon bien en faisant ça. Et dès qu'ils allaient à l'encontre, qu'ils essayaient de me faire manger ou quoi, mais je me braquais et je rentrais en conflit parce que pour moi c'était tellement une obsession et m'empêcher de faire ça, ça me rendait mais malade, vraiment je me rendais malade. Au bout d'un moment, mes parents se sont tellement inquiétés que vient la période où j'ai été suivie par des psychiatres, psychologues, qui à ce moment-là ont détecté une anorexie mentale. Alors l'anorexie mentale c'est quoi? C'est un des TCA, donc un des troubles du comportement alimentaire les plus forts, puisque c'est mental, qui va être accompagné de dysmorphobie.
La dysmorphobie, qu'est-ce que c'est? C'est une obsession qui va de l'apparence, d'un petit défaut, d'une caractéristique physique qui va tout de suite prendre des proportions énormes. C'est comme une hallucination puisque quand je me regardais dans le miroir, je me voyais énorme. Mais vraiment, je me trouvais énorme. Que je me revois, mais me regarder dans le miroir et être en pleurs parce que je me voyais mais énorme. Et c'est là qu'en fait l'anorexie mentale va être traître puisque c'est psychique et ça va vous bouffer mentalement. D'une période où, un peu avant mon hospitalisation, mes parents essayaient de me faire prendre conscience que j'étais rachitique et ils me mettaient devant un miroir, mais je comprenais pas. C'est là qu'en fait il y avait une faille entre eux et moi, et là on se comprenait plus. C'est que eux avaient la vision de moi qui me dégradait, mais moi je ne me rendais pas compte. Je voyais que quelque chose allait pas, je voyais que j'étais malade, obsédée par ça. Je me sentais mal dans ma peau, dans ma tête. L'anorexie s'accompagne aussi d'une sorte de dépression, hein. Je voyais de moins en moins mes amis, je sortais plus. Euh, je me concentrais uniquement sur mes cours. J'étais obsédée aussi par ça, par l'exercice physique, le sport, l'alimentation, le travail aussi intellectuel. Je m'accordais jamais de repos. Donc ensuite vient l'étape où ma fin de sixième s'écoule, l'été passe. Je me suis retrouvée en maillot de bain et j'ai ressenti carrément de la peur dans leurs yeux quand ils m'ont vue en maillot de bain. J'étais une jeune fille de 12 ans mais rachitique. J'avais le visage très marqué. Les os, la mâchoire qui ressortait. Évidemment, à ce moment-là, j'étais encore suivie par des médecins, des psychologues, etc. qui suggéraient l'hospitalisation à mes parents. C'était extrêmement compliqué pour eux de passer le cap. Je devais faire 30 kilos pour 1m53. Vient la rentrée scolaire, début de ma cinquième. Donc ça a été compliqué dans le sens où mes camarades de classe, certains que je connaissais pas en année scolaire, même les professeurs, je me souviens, me regardaient comme quelqu'un de malade. Je me souviens que cette journée-là était un peu décisive parce que le soir je suis rentrée chez moi et mes parents m'ont pris un peu entre quatre yeux en me disant écoute on va retourner voir le médecin. Je me souviens que juste avant de partir chez le médecin, mais j'avais bu énormément d'eau. Je me gavais d'eau parce que je me suis dit si je pèse pas plus lourd sur la balance, je vais plus pouvoir retourner chez moi, ils vont m'hospitaliser. Enfin, c'est dingue parce que j'étais quand même dans le déni de ma situation, mais je me rendais compte quand même de ce qui pouvait se passer et je sais que j'avais pas envie d'y aller. Et même avec tout ça, arrivée sur la balance, je faisais 24 kilos. Mon pronostic vital était engagé. Le médecin a dit je suis désolée, il va falloir que votre fille soit hospitalisée. Et il s'adressait à mes parents. Moi à ce moment-là, je prends conscience de ce qui se passe. J'ai brillé dans ma tête. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qui va m'arriver. Donc vient le moment où j'arrive à l'hôpital. Je me souviens surtout que j'ai passé qu'une nuit dans cet hôpital-là. Donc durant la nuit, j'étais sous surveillance, j'avais des électrodes, etc. L'appareil n'arrêtait pas de sonner, l'appareil qui mesurait mon rythme cardiaque, qui contrôlait mes constantes. J'ai des souvenirs vagues d'infirmières qui me disaient réveille-toi, réveille-toi, et qui me tapaient un peu sur le visage et tout, parce qu'en fait j'étais en train de partir. Sauf qu'à ce moment-là, je me rendais absolument pas compte. Ça fait bizarre avec le recul de dire ça, mais vraiment c'est... Moi à ce moment-là je ne me rendais compte de rien, déjà je comprenais pas ce qui se passait, j'étais vraiment, pour moi on me réveillait, donc ma première nuit à l'hôpital en fait ça s'est passé comme ça. Petit aparté, ma mère m'a raconté quelques mois après quand je suis sortie de l'hôpital, donc ma mère en fait a fait le lien avec le fait que depuis quelques jours avant que j'aille à l'hôpital, j'avais mon chat. Au jour d'aujourd'hui elle ne fait plus partie de ce monde, mais c'est vraiment un chat, mon chat qui me marquera toute ma vie, même si elle est plus là, je m'en souviendrai toute ma vie d'elle. Même quand ma mère en a reparlé à des médecins et tout, ils ont dit que c'était totalement possible. Depuis quelques jours, ma mère était réveillée par mon chat qui miaulait, mais vraiment anormalement. Elle n'était pas du tout agressive, c'était vraiment un chat très câlin et tout. Mais là, c'est vrai qu'elle me réveillait, elle me griffait, elle me mordait, elle me tirait mes cheveux, elle mordit mes cheveux, mais vraiment. Et à chaque fois, elle me réveillait plusieurs fois dans la nuit depuis déjà quelques jours. On trouvait qu'elle avait eu un comportement anormal, mais on était tellement barrés dans le fait que dans ma maladie, dans le fait que moi j'étais en train de me dégrader. On n'a pas du tout prêté attention on n'a pas interprété ça. Ma mère a été plusieurs fois, du coup, s'est rendue plusieurs fois dans ma chambre durant les nuits qui ont suivi. Juste avant que je me fasse hospitaliser parce que mon chat miaulait. On s'est rendu compte plus tard qu'elle sentait sûrement que j'étais en train de partir et que en fait elle me mordillait pour me réveiller quoi.
Et c'est vraiment possible, les animaux, il y a plein d'animaux justement qui sont dans des maisons de retraite ou quoi, parce que que ce soit les chiens ou les chats, ils ressentent ce genre de choses. Et du coup, en fait, ma mère, quand elle m'a raconté ça après, je vous le raconte maintenant parce que je trouve qu'en fait, ça rajoute vraiment quelque chose de puissant et de fort à cette histoire. Suite à cette première nuit-là, j'ai le souvenir d'avoir vu ensuite, quelques minutes après, mes parents dans ma chambre d'hôpital. Mes parents, quand ils sont revenus, ils m'ont dit, écoute, tu vas partir sur Rouen. Ma mère elle était en pleurs, mon père qui pleurait aussi. J'étais dans le petit hôpital pas très loin de chez mes parents et là je me suis retrouvée transférée à 1 heure de chez moi. Ils ont expliqué à mes parents que la machine a beaucoup sonné durant la nuit, que j'étais sur le point de faire un arrêt cardiaque qui m'avait maintenue en vie. C'est ce qu'ils ont dit à mes parents, qui m'avait maintenue en vie cette nuit, mais que ça dépassait de leurs compétences et qu'il fallait qu'ils m'envoient dans un service à Rouen pour me prendre en charge, qu'il fallait sûrement aussi que j'ai une chambre de réanimation pas très loin parce que mon pronostic vital était tellement engagé que oui, c'était possible que la nuit je perde conscience et qu'il faille me réanimer. Et vient le moment où je me suis transférée sur Rouen. Donc déjà quand je suis arrivée, j'ai été dans une chambre seule au début, une chambre seule où j'étais juste à côté d'une chambre de réanimation. Déjà ils m'ont expliqué que je n'aurais pas le droit de rentrer chez moi après une certaine prise de poids. Je devais atteindre 45 kilos pour pouvoir retourner chez moi. Je n'avais pas le droit à plus d'un appel téléphonique de 10 minutes par jour. Je n'avais pas le droit à plus d'une visite par semaine. Et ce qui a été vraiment, vient là le moment qui a été le plus dur pour moi dans ce contrat, c'est que j'étais au repos strict. Enfin, il fallait en fait concentrer le peu d'énergie que j'avais pour alimenter mes organes vitaux, pour alimenter mon corps. J'avais plus du tout aucune réserve, donc j'étais extrêmement faible. Donc du coup, il m'avait imposé le repos strict. J'étais au repos strict pendant 1 mois. 1 mois, c'est-à-dire allongée dans un lit, à ne pouvoir rien faire à part regarder la télé. Je n'avais le droit à aucune activité manuelle. C'était aussi pour me faire un choc parce que du coup j'étais privée de tout, hein. J'avais même pas le droit de me lever pour aller aux toilettes, pour aller me doucher, pour faire mon shampoing. Du haut de mes 12 ans j'avais un plat bassin. On me faisait ma toilette au lit, je ne faisais pas ma toilette moi-même. On m'a mis tout de suite quand je suis arrivée la sonde nasogastrique. Là c'est désagréable, en plus ça m'irritait le nez. Je me souviens que j'avais un sparadrap, donc en fait c'était pour m'alimenter pas par voie naturelle, en fait j'étais alimentée par l'aide d'une sonde nasogastrique. Et cette sonde-là, je l'ai gardée pendant 1 mois aussi. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel moment j'ai eu un déclic dans ma tête. Je commençais à déjà prendre conscience de la situation, donc j'ai pas cherché à arracher ma sonde. J'étais pesée aussi tous les jours, que si j'avais pas atteint ce poids-là, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Donc il y avait aussi une sorte de chantage qui avait été mis en route, et tout ça en fait que au bout d'un moment, je me suis mise à manger. J'avais un psychologue qui passait 1 fois par jour dans ma chambre. Et donc voilà, 1 mois commence à s'écouler, mes parents me rendent toujours visite. Je vais beaucoup mieux, où j'ai toujours la sonde nasogastrique, mais de nouveau le droit d'aller me lever seulement pour aller aux toilettes. Là, on rentre dans une période beaucoup plus gaie. J'arrive à reprendre le dessus de ma maladie et j'ai à ce moment-là envie de guérir. Vient le moment où j'ai pu gagner un peu plus de liberté au sein de l'hôpital parce que j'avais déjà repris un peu de poids, que je m'alimentais par moi-même. Donc ils ont décidé de m'enlever la sonde nasogastrique. Ça c'était une grosse victoire pour moi parce que je me disais que j'avais plus besoin de quelque chose d'artificiel, d'une machine pour m'alimenter et que je pouvais de nouveau le faire moi-même. Donc là j'ai commencé à prendre conscience que j'étais en train de m'en sortir et qu'il y avait une évolution positive. Mon petit frère, j'ai eu le droit de le revoir, j'ai eu le droit de descendre juste à la cafétéria, ça peut paraître bête, hein, mais juste descendre à la cafétéria de l'hôpital pour pouvoir voir mon petit frère que j'avais pas revu depuis presque 2 mois. À ce moment-là, ils ont décidé que c'était plus utile que j'ai une chambre toute seule près de la chambre de réanimation. Donc à ce moment-là, j'ai pu commencer aussi à m'intégrer aux autres personnes qui étaient dans ce service-là. Je me souviens que c'était très dur. C'était un service qui accueillait des ados avec des troubles du comportement. Et il y avait un garçon qui était brûlé de partout, qui s'était immolé volontairement. Je me souviens que j'étais la plus jeune du service. Les filles qui étaient hospitalisées, qui étaient anorexiques, elles en avaient 16 voire 18. Elles étaient sur le point de passer leur bac. Mais ça me faisait un peu bizarre parce que je voyais que les filles qui étaient avec moi, elles étaient vraiment dans des cas encore plus graves. Certaines, ça faisait 1 an qu'elles étaient ici, elles avaient juste le droit à des permissions, mais elles finissaient toujours par revenir. D'autres essayaient de fuguer, mais elles se faisaient toujours ramener ici. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de beaucoup de choses.
et je me sentais plus à ma place en fait. Donc vient le moment où j'ai eu le droit à mes premières permissions. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous obtenez l'autorisation de sortir, mais durant un temps limité, donc une journée ou deux. Et pendant du coup un week-end, j'avais le droit de retourner chez moi. Et ça faisait 2 mois et demi que je n'étais pas retournée chez moi. Les permissions, c'est simplement aussi pour voir comment ça se passe à l'extérieur de l'hôpital, comment vous vous comportez. Je me souviens que les repas s'étaient très bien passés, mes parents avaient suivi les conseils des médecins, ma mère appliquait tout à la lettre, les quantités de nourriture, tout. Et on me donnait des compléments alimentaires, des médicaments, etc. pour pas que je perde mes cheveux. Il y a un moment compliqué où le week-end se termine et à ce moment-là, mais je fais une crise, mais pas possible. Je fais une crise dans la voiture, je dis à mes parents que je veux pas y retourner, que je suis guérie, que je me sens plus à ma place là-bas. En fait, quand j'ai obtenu cette permission-là, j'avais quand même regagné du poids, etc. Mais j'étais encore loin de mes 45 kilos. Il me manquait une bonne dizaine de kilos pour que je ressorte. Et il m'avait dit, tu sais, nous, c'est le contrat, c'est comme ça, on peut pas faire grand-chose. Je refusais de retourner chez mes parents. J'en peux plus d'être enfermée là-bas, il faut vraiment que je veux retourner en cours, je veux retrouver une vie normale. Alors mes parents ont pris la décision de me garder avec eux. Ils ont été un peu en conflit avec les médecins d'ailleurs parce que en fait tout s'est joué sur leur confiance qu'ils avaient en moi. Quand ils ont demandé ma sortie, ils ont dû signer une décharge parce que le contrat c'était comme ça, et vu qu'ils me faisaient sortir avant l'autorisation des médecins, ils ont dû signer une décharge. Ce qui est écrit, c'est écrit que si tu fais un arrêt cardiaque durant la nuit, on est responsable. Et ma mère à ce moment-là, elle a pris peur, elle s'est dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. J'ai jamais été aussi persuadée de vouloir m'en sortir. Et mes parents, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance, donc ils ont signé cette décharge-là. Je suis partie de l'hôpital, j'ai repris toutes mes affaires, j'étais tellement contente. J'étais à la fois triste de quitter un peu tout le personnel et les personnes qui m'avaient pris en charge parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il y a des liens qui se créent, etc. Et même les filles qui étaient là-bas, parce qu'elle me regardait avec un regard, elle est en train d'y arriver et nous on est encore là quoi. Mais à ce moment-là, j'ai pu commencer à retourner en cours, ça se passait très bien. En plus, ma mère, elle s'était donné énormément mal pour elle aller chez des camarades que j'avais au collège pour récupérer les cours. Tous les week-ends, elle rattrapait tout, elle réécrivait tout sur mes cahiers. Mais ce groupe de copines-là que j'avais régulièrement a donné des lettres qu'elles écrivaient. Elle les donnait à mes parents et mes parents me les rapportaient de l'hôpital. Un point aussi que j'ai oublié d'aborder. C'est lorsque j'ai décidé de partager mon histoire en story sur Instagram. Suite à mon histoire, j'ai eu énormément de retombées. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'ai reçu énormément de messages, de témoignages aussi. Et donc suite à ça, j'ai décidé de créer une page Facebook qui s'appelle Ensemble tout est possible. Il y a eu des jeunes filles qui se partageaient des photos de ce qu'elles arrivaient à manger à leur repas, des choses qu'elles n'avaient pas mangé depuis longtemps. En fait, elles s'entraidaient entre elles. Moi, je faisais de temps en temps partie de la conversation, je les laissais vraiment parler entre elles. De temps en temps, je surveillais un peu ce qui se disait et puis je me permettais d'intervenir. Après, ce groupe-là, au fur et à mesure, ça a marché pendant un bon moment. 4-5 mois et puis après ça s'est un peu estompé. Moi j'étais un peu moins active sur le groupe parce que j'avais mes études à côté. En fait c'était compliqué pour moi parce que je me sentais pas assez légitime, je suis pas une professionnelle donc j'étais même pas encore rentrée dans l'école infirmière. Donc c'était il y a 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus du tout active sur cette page-là. Peut-être j'avais même le projet de faire une association. Il y avait des gens sur Instagram, une jeune fille qui faisait des logos, qui m'avait fait des logos pour la page. Je vous mettrai sûrement des photos là, mais voilà, tout le monde avait été très enthousiaste à cette idée-là et malheureusement c'est quelque chose auquel j'ai pas abouti. Je voulais vraiment vous transmettre un message d'espoir, mettre quelque chose de positif, vous expliquer aussi par quoi j'ai pu passer mais que je m'en suis sortie au jour d'aujourd'hui. Et du coup je pense que ça peut aussi expliquer plein de choses de mon tempérament actuel. Faut savoir que la confiance en soi elle est pas revenue tout de suite. Je retrouve à travers les réseaux ce plaisir là parce que ça me nourrit aussi de ma confiance en soi. Je sais qu'il y a 2-3 ans, j'étais pas autant exposée sur les réseaux, dans le milieu professionnel, que ce soit avec les gens autour de moi, que ce soit mes amis, que ce soit sur les réseaux. Il y a 3 ans et demi, on m'aurait dit j'ouvrirais une chaîne YouTube, j'aurais un compte Instagram, etc. où je m'exposerais, je ferais des partenariats, je montrerais mes tenues, je mettrais des photos de mon maison, je t'aurais dit pardon. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, moi je vois plus ça un peu comme ma victoire sur le passé, sur le fait que j'ai pris ma revanche par rapport
par rapport à une étape de ma vie où j'ai été au plus bas, où j'étais vraiment mal. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Et vraiment, je souhaite à n'importe qui de pouvoir ressentir ça. Je dis ça avec aucune prétention. Je sais très bien qu'il existe des comptes beaucoup plus suivis que le mien et quoi que ce soit, et avec des photos meilleures et tout. J'ai vraiment aucune prétention, mais c'est juste pour dire que pour moi, c'est déjà beaucoup. Et je suis très reconnaissante de tout ce qui peut m'arriver en ce moment. Et voilà, et que je pense qu'il faut pas juger trop vite les personnes qui sont sur les réseaux, les personnes qui s'affichent, parce que ça peut cacher souvent une histoire derrière. Et voilà, j'encourage tout le monde à réussir à s'accepter, être dans une démarche positive. Arrêtez de vous comparer aux gens sur les réseaux. Vous voyez peut-être l'image que vous avez de la fille très sûre d'elle et tout ça. Bah au final, j'ai pas toujours été comme ça. Bah voilà, la vidéo, je pense, va toucher à sa fin. S'il y a des choses qui peuvent vous paraître compliquées, des moments difficiles à surmonter, voyez toujours plus haut, donnez-vous les moyens de réussir. On a tous un combat qu'on mène, même personnel ou quoi, on a tous notre propre combat, on a tous nos petites victoires, etc. Donc voilà, juste restez positif, croyez en vous, croyez en vos capacités, donnez-vous les moyens et, et voilà quoi. J'espère vous retrouver bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.